Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue au Zoom de la Fédération CPN que nous vous proposons ce soir à l'occasion de la sortie de notre cahier technique, le dernier cahier technique qui est revisité, complètement revu et augmenté sur les papillons, car nous avions édité un cahier technique il y a déjà bien longtemps. Christophe, tu saurais dire de quand datait l'ancien? Oui, 2008. Parfait. Et donc, depuis, il a été complètement revisité. Et c'est à cette occasion, puisque les CPN ont eu la chance de le recevoir dans leur boîte aux lettres il y a quelques jours, qu'on vous propose une soirée Zoom sur les papillons. 2 jours. Ce n'est pas tout à fait exact comme appellation. Christophe nous en dira plus. Et papillons pour toujours, en tout cas. Donc, moi, je suis Céline, présidente de la fédération, et ravie d'animer cette soirée. Et je vais donc passer la parole à Christophe, que je te laisse te présenter par toi-même, Christophe. Le principe est bien d'être en interaction et que vous posiez toutes vos questions lors de cette soirée, que ce soit par le chat ou en levant la main pour prendre la parole. Donc, on commence par ce petit temps d'explication. Merci Céline. Donc moi je suis Christophe Bernier. J'ai grandi, je suis tombé dans la marmite des CPN quand j'étais petit, grâce au journal L'Ailotte. Et j'ai décidé très jeune d'en faire mon métier. Et j'ai eu la chance d'atteindre cet objectif. Donc j'exerce comme naturaliste aujourd'hui. Et là je viens de rejoindre le Muséum national d'histoire naturelle de Paris, pas sur une mission papillon, mais sur une mission sur les plantes. Et il y a quand même un lien très fort, puisque évidemment, sans plantes, les papillons nous auraient quittés depuis très longtemps. Donc, c'est un groupe d'insectes qui est très, très diversifié à l'échelle mondiale, hein, puisqu'on dénombre pas loin de 200 000 espèces de papillons à l'échelle du globe. Donc, ce qui en fait le deuxième groupe en fait, systématique après les coléoptères, qui les devancent. Donc, les papillons existent depuis très longtemps sur la Terre. Ils occupent évidemment tous les continents, à l'exception de l'Antarctique, puisque en Antarctique, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore d'insectes, il fait trop froid. Et même sur les très hautes latitudes, dans l'hémisphère nord, on peut voir des papillons migrateurs, par exemple en Islande, au Groenland. Ça arrive en fait qu'ils arrivent à voir des papillons, même s'ils n'ont pas d'espèces indigènes de papillons de jour. Voilà. Donc moi, je suis passionné d'insectes depuis tout petit. J'ai animé le stage sur les papillons il y a 10 jours. Je jouais à domicile, chez moi, dans le sud de la France, au pied des Cévennes. Il y a des régions en France où il y a plus de papillons que d'autres. Donc ça a toujours été le cas, hein. Même autrefois, en fait, où on n'avait pas une agriculture intensive, il y avait déjà de très fortes disparités dans la richesse des papillons qu'on peut observer. Alors évidemment, plus on va vers le sud, plus on est privilégié, et plus on va vers l'intérieur du continent européen aussi, plus on est privilégié. Donc finalement, les régions de façade océanique, au bord de l'Atlantique, au bord de la Manche, au bord de la mer du Nord, il y a un peu moins d'espèces de papillons. Voilà. Mais vous pouvez quand même voir des espèces très très communes dans toute la France, et évidemment dans d'autres régions du monde aussi, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, partout il y a des papillons. Donc on va quand même essayer de centrer le propos sur les papillons qu'on peut rencontrer plutôt en Europe de l'Ouest, parce que c'est là où on a quand même le plus de clubs CPN aujourd'hui. Il faut faire un choix. Voilà. Donc on est début juin. La plupart des espèces de papillons de jour commençaient à voler. Le mois de juin, c'est vraiment le pic d'émergence. Alors l'émergence, c'est un terme un peu particulier, ça veut dire en fait c'est la sortie des insectes adultes, parce que les insectes font un cycle larvaire. Les larves en général sont assez dissimulées. Alors certaines espèces, certains groupes d'insectes font des larves aquatiques, par exemple les libellules, les éphémères ont toutes des larves aquatiques. Et il y a d'autres groupes d'insectes comme les papillons qui ont généralement un stade larvaire qui est terrestre. Et la particularité des papillons, c'est de faire un cycle larvaire qui
qui présentent une très grande différence morphologique avec les adultes. Donc, on appelle ces insectes, ce sont des holométaboles, c'est un terme un peu barbare, qui veut dire qu'ils font une métamorphose complète. Donc, la larve ne ressemble pas du tout à l'adulte. Il y a une double métamorphose. Une fois que la chenille a fini de grandir, elle va s'immobiliser et elle va effectuer une nymphose, une transformation en fait complète en 2 mues successives qui permet d'aboutir ensuite au papillon. Alors, suivant les insectes, il y a un stade de nymphose. Donc, la chenille, avant de devenir un papillon, elle va s'immobiliser. Il y a un stade de chrysalide qui peut être plus ou moins long. Chez les insectes dans les pays tropicaux, la nymphose est souvent très très courte. Il peut se passer que quelques jours entre le stade de chenille et le stade de papillon. Et dans les pays tempérés, en fait, cette nymphose, cette chrysalidation, elle est plus longue. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des papillons en fait, qui ont adapté leur cycle. Ils ont développé des stratégies pour faire en sorte qu'ils puissent voler à différentes saisons. Alors, par exemple, je pense que vous connaissez quelques papillons qui sont capables de passer l'hiver au stade adulte, donc au stade de papillon. Est-ce que vous en connaissez quelques-uns? Si vous pouvez nous mettre juste un nom ou deux dans le chat, par exemple, qu'on voit si, si vous avez un petit peu quelques notions sur le sujet. Un papillon qu'on peut observer en plein hiver. Ah, bah très bien, la petite tortue, par exemple. Donc ça fait partie en fait, des papillons les plus communs qu'on peut observer, le pan du jour, le vulcain. Exactement, vous avez sorti le groupe de papillons auquel on pouvait s'attendre, c'est-à-dire c'est le groupe des vanesses. Donc les vanesses, c'est un petit groupe de papillons très proches les uns des autres. Je vois que ça continue à sortir, il y a des noms, le pan du jour. Donc les vanesses, elles ont un cycle qui est relativement court, elles peuvent faire plusieurs générations par an, c'est-à-dire qu'il y a des chenilles en continu, des pontes en continu, des papillons en continu, mais à l'approche de l'hiver, tout s'arrête. Et les papillons adultes vont chercher un gîte, un abri. Ils rentrent dans les maisons, ils vont dans les caves, dans les grottes, etc. Et ils se cachent. En fait, ils s'abritent du froid. Et ils essaient d'économiser au maximum leur énergie. Et pour faire ça, en fait, c'est très simple, ils arrêtent de voler. En fait, ils se mettent en léthargie. Et le froid aidant, ils peuvent passer plusieurs mois comme ça sans bouger. Et au premier rayon du soleil à la sortie de l'hiver, ils vont reprendre leur activité, ils vont voler. Et on en voit parfois dès le mois de décembre, y compris dans la moitié nord de la France, sur des périodes de soleil et de réchauffement. Voilà. Et donc ces papillons-là, eux, ils vont essayer de faire en sorte qu'ils atteignent le printemps pour pouvoir refaire leur reproduction et enchaîner de nouveau sur de nouveaux cycles. Et il y a d'autres papillons qui malheureusement n'arrivent pas à passer l'hiver au stade adulte, mais qui vont choisir soit de passer l'hiver au stade d'œuf, au stade de chenille ou au stade de chrysalide. Voilà. Donc c'est pour ça que pratiquement toute l'année en Europe, on peut voir des papillons sous climat tempéré, c'est-à-dire avec un vrai hiver assez rude. Il y en a un autre qui est très connu, c'est le citron. Le citron est tout jaune chez le mâle, et le citron, lui, peut sortir dès les premiers rayons du soleil, aussi printanier, en février-mars. Et lui, c'est très différent, parce que contrairement aux vanesses, il a fait le choix en fait, de ne pas voler du tout de l'été et de l'automne. C'est un papillon qui émerge à la fin du printemps, là en ce moment, au mois de juin. On en voit des tout beaux, tout propres. Ils ne sont pas du tout abîmés, ils ont de belles couleurs, leurs écailles sont intactes. Et du coup, eux, ils vont rester 9 mois tranquilles dans les buissons, ils vont s'abriter et ils ne feront leur vol et leur reproduction que l'année suivante. Donc, vous voyez, il y a des papillons qui sont capables de rester pratiquement 1 an vivants au stade de papillon. Mais ça, c'est l'exception. La majorité du temps, les papillons vont faire toute leur activité dès qu'ils ont fait leur dernière métamorphose.
Donc, ça va durer 3 semaines, 1 mois. S'ils ont de la chance, ils peuvent vivre 1 mois à tout casser. La plupart du temps, en fait, les papillons ont un cycle très, très court. Quand il y a des émergences, tous les papillons de la même espèce vont sortir à peu près au même moment de l'année pour pouvoir avoir le maximum de chances de trouver des partenaires et puis de multiplier l'espèce. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Au niveau, alors, on avait prévu quelques photos, donc si Céline veut bien nous montrer une jolie photo de macaron, par exemple. Alors, si déjà j'arrive à partager l'écran, allez. Et alors après, il faudrait que j'aille ouvrir. Est-ce que ça va marcher? Il était sur la droite. J'ai vu là. Donc, quelques photos d'insectes que je vais vous montrer, qui ne seront pas tous des papillons. Le macaron, on ne le voit pas. Je ne sais pas si tu… Bah, je ne suis pas sûre de l'avoir eu. Je t'ai dit qu'il m'en manquait. Ah, d'accord. Bon, alors tu Non, parce que montes tu vois, là, tu les vois en vignette. Tu les vois en vignette en bas, là. Tu vois? Ben, montre-nous le Vulcain, le 012. Si j'arrive à… Bah, je pense que j'ai que les 1, 2. Tu les vois en bas en vignette? Ouais, mais le Vulcain qui est rouge, rouge et noir, on le voit. Donc tu l'as. Il faut Oui, bah, peut-être, Céline, oui, vas-y. que tu l'ouvres, que tu ouvres l'image sur ton ordi et après tu partages l'écran. Ah, parce que moi, je le vois Partager super ton bien. bureau, là. Vous le voyez pas, le Vulcain, là? Non, on voit ton bureau. En Non, fait. on est sur ton bureau. Enfin, pas Ah, sur ton bureau, On voit on les est sur vignettes ton de ton explorateur bureau. Windows. ok. Faut que je recommence alors, pardon. Hein. Ok, Arrête ton partage d'écran, ouvre l'image et repartage. Voilà. merci. De rien. Alors en fait, je ne peux pas réduire le zoom parce que ça enregistre. Alors, c'est un peu compliqué. Faut pas très doué. Hein. Si, tu peux réduire le zoom. Non, je ne peux pas à cause du fait que ça enregistre. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il me dit. Ah, d'accord, ok, j'entends. Alors, et là, ça devrait marcher. Vous le voyez, là, vous voyez mon écran? Oui, c'est bien. Oui. Sinon, il faut prendre le cahier technique, page 50, et vous l'avez. Mais est-ce que tout le monde a le cahier technique? C'est ça la question. Ah ben oui, obligatoirement. Ah, je ne suis pas sûr que Renel, à Madagascar, il l'ait reçu. Ah oui? Bon, alors un papillon, voilà. Là, on a vraiment un modèle typique de papillon, robuste. Wow, c'est un beau papillon. C'est vraiment beau. Il est très beau. Il est très commun en Peut-être Europe. il y en a ici, mais Il y a des vanesses, d'autres espèces de vanesses au Madagascar. Donc, un papillon classique avec 4 ailes. Alors ça, c'est très important parce que, évidemment, si vous avez un insecte qui ressemble à un papillon mais qui n'a que 2 ailes, par exemple, ben, on sait que ce n'est pas un papillon, mais c'est une mouche. Les 4 ailes sont indépendantes, c'est-à-dire elles sont séparées, en fait, elles ne sont pas reliées en fait, par une membrane comme chez les guêpes et chez les abeilles. En général, sur la tête, il y a des antennes qui sont vraiment assez grandes en termes de longueur. Et chez les papillons qui volent le jour, ces antennes ont souvent une forme comme ça de club de golf. C'est-à-dire, en fait, il y a un pédoncule qui est très fin et c'est terminé en fait, par une espèce de boule qui est plus ou moins allongée. Alors, chez les papillons de l'ancien groupe des papillons de nuit, ce qu'on appelait les hétérocères autrefois, il y a plein de sortes d'antennes différentes. Donc, à partir du moment où vous avez un papillon qui n'a pas les antennes comme ça, filiformes avec une boule au bout, vous pouvez être sûr que c'est un ancien hétérocère, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois les papillons de nuit. Il peut y avoir des antennes qui ont une forme de peigne, qui sont filiformes, ou qui ont vraiment des épaississements très importants. Alors, évidemment, comme tous les insectes, il y a 6 pattes. Hein, il y a 3 paires de pattes, évidemment, sur le dessus d'un papillon. Quand il a les ailes ouvertes, on ne les voit pas.
Le corps, il est séparé en 3 morceaux, comme chez tous les insectes, la tête, le thorax et l'abdomen. Le thorax, en fait, c'est vraiment la partie intermédiaire qui va réunir en fait tous les muscles qui permettent aux insectes de voler. Donc, que ce soit les papillons, les ascalaphes, les libellules, en fait, les muscles sont vraiment dans le thorax. Et les paires de pattes aussi sont accrochées au thorax. Alors, ce qui se passe, c'est que souvent, en fait, il y a ce qu'on appelle un dimorphisme, c'est-à-dire qu'il y a des couleurs qui peuvent être différentes selon le dessus des ailes ou le dessous des ailes. Alors, par exemple, Céline, si tu passes la photo suivante, je ne sais pas si tu vas y arriver. Voilà. Là, on a affaire à une vanesse. Alors, ce n'est pas le vulcain comme la photo que je vous ai présentée avant, mais ça, c'est le pan du jour. C'est vraiment un groupe de papillons qui se ressemblent énormément sur le dessous des ailes. Alors là, typiquement, c'est un papillon qui est en train de passer l'hiver dans une cave. Donc, vous voyez que quand il replie les ailes, en fait, les couleurs chatoyantes qu'on avait sur le dessus ne sont plus visibles. C'est un papillon nocturne. Alors, c'est vraiment assez flagrant chez cette espèce. Chez d'autres espèces, c'est moins visible. C'est-à-dire qu'il y a une ressemblance entre le dessus et le dessous. D'accord ? Mais chez les vanesses, comme c'est des papillons qui vont passer l'hiver au stade adulte, elles ont tout intérêt à ressembler à du bois mort ou à des feuilles pour pouvoir passer inaperçues vis-à-vis des prédateurs. Il y a aussi un dimorphisme qui existe entre le mâle et la femelle. C'est-à-dire chez certains papillons, le mâle a des couleurs chatoyantes, beaucoup plus vives que chez la femelle. Et ça, c'est très malin parce que la femelle, elle a tout intérêt à être discrète parce que c'est elle, en fait, qui est responsable quand même de la ponte et de la perpétuation de l'espèce. Donc, le mâle, il est tout beau, tout joli, et s'il se fait manger par un prédateur, c'est moins grave. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de standard. Ça existe dans tous les pays, dans tous les continents. Globalement, les mâles sont très colorés et les femelles ont des couleurs beaucoup plus discrètes et ternes. Voilà. Et vous connaissez certainement d'autres groupes d'animaux où c'est le cas. Est-ce que vous pouvez nous en citer? Tu peux quitter, je pense, Céline, les photos, qu'on retrouve le chat. Alors, est-ce que vous connaissez d'autres animaux où les mâles sont plus colorés que chez les femelles? Les oiseaux. Évidemment. Les oiseaux, généralement les poissons aussi. En fait, ce sont la plupart du temps des animaux qui vont développer ce qu'on appelle une parade nuptiale. Donc, c'est-à-dire que le mâle met en place une espèce de danse nuptiale pour attirer les femelles. C'est une danse de séduction qui peut être vraiment très sophistiquée chez les papillons. Hein. On peut en voir des papillons très communs, même les pyrrhides, les vanesses. Quand vous observez les joutes au sein d'un couple, le mâle vraiment très exubérant, il va tourner autour de la femelle, il peut monter très haut dans le ciel, il descend, il fait des loopings, il va se poser sur les plantes, il va frétiller. Enfin, voilà. Donc, il y a des choses qui sont vraiment spectaculaires à voir en sortie, notamment avec les enfants, sur ces parades nuptiales. Parce qu'au moment de la parade nuptiale, souvent, les papillons vont modifier leur comportement. Donc, ils vont être un petit peu moins mobiles dans l'espace. Donc, ils vont rester en fait sur une petite place de parade où on va pouvoir les observer relativement facilement. Et au bout d'un moment, pour l'accouplement, les papillons sont obligés de se poser. Il n'y a pas d'accouplement de papillons en vol comme chez certaines espèces d'oiseaux. Et l'accouplement peut durer vraiment très très longtemps, plusieurs heures. Classiquement, c'est plusieurs heures pour les papillons d'assez grande taille. Voilà pour une partie du cycle. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions au fur et à mesure, vous utilisez le pavé numérique, là, vous écrivez vos questions et on va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Donc, le cycle larvaire, on a dit, il est très particulier parce que du coup, la larve ne ressemble pas du tout au papillon et il faut savoir que du coup, chez la plupart des insectes, le cycle commence par un œuf. Donc, qui est pondu selon les espèces, soit isolément, c'est-à-dire un œuf un par un sur la plante, soit en paquet. Et les œufs ont une structure très particulière.
Donc, c'est-à-dire que la plupart des espèces de papillons peuvent être reconnues juste à la forme et à les microsculptures, la structure de l'œuf. Alors évidemment, les œufs sont généralement tout petits, mais si on les regarde à la loupe, on va se rendre compte en fait que, par exemple, 3 espèces de pierrides ne vont pas faire des œufs exactement de la même forme, de la même couleur et de la même structure. Il y a des microstructures sur l'œuf, un petit peu comme des flocons de neige, qui sont vraiment spécifiques à chaque espèce. Et les chenilles, c'est la même chose. Toutes les espèces de chenilles peuvent être reconnues au stade larvaire. Il y a même des espèces de papillons qui ont été décrites à partir des chenilles et pas à partir du papillon adulte, parce que chez de nombreux papillons, les adultes de plusieurs espèces sont identiques. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on n'a pas su les reconnaître au stade de papillon, on ne savait les différencier qu'au stade de la chenille. Il y a des papillons comme ça, très communs en Europe, notamment dans les pierrides. Entre le fluoré et le soufré, par exemple, aujourd'hui encore, en 2023, on n'a pas de critères de distinction fiable entre ces 2 espèces de papillons. Mais par contre, les chenilles sont différentes. Alors donc, souvent, les chenilles... donc c'est l'ADN alors. Après, évidemment, il y aura d'autres solutions, c'est de faire un prélèvement ADN, on pourrait, mais il y a quand même... il faut savoir que chez les insectes, les entomologistes ont quand même trouvé des techniques pour les distinguer, pas sur les ailes, par exemple, ou sur leur motif, mais en regardant les pièces génitales. Mais pour pouvoir les reconnaître, du coup, il faut tuer le papillon, il faut l'étaler, il faut extraire les pièces génitales, il faut regarder ça à la loupe binoculaire. Okay. C'est un peu la limite de l'exercice. C'est pour ça que pendant très longtemps, certains groupes d'insectes très difficiles, dont les papillons, ont été énormément collectés à l'échelle mondiale et que les muséums d'histoire naturelle sont remplis de tiroirs avec des boîtes à papillons. Puisqu'il fallait, pour certains groupes, absolument extraire les organes génitaux pour pouvoir les reconnaître. Voilà. Depuis lors, on a fait quand même quelques progrès, mais on se heurte encore aujourd'hui, malgré la photo numérique, malgré tous les outils dont on dispose, à certains groupes de papillons où les espèces sont vraiment jumelles. Voilà. Chaque année, y compris en Europe, on décrit de nouvelles espèces de papillons dans des groupes justement où on avait des espèces qu'on pensait qu'il y avait 2 espèces. En fait, on se retrouve avec 50 taxons différents parce que quand on commence à regarder dans le détail, il y a des différences infimes qui apparaissent au niveau, encore une fois, des organes génitaux. Bon, on va s'en tenir quand même aux espèces communes. Il y a déjà bien assez à faire. Il y a Céline qui nous demande comment on peut faire pour observer les papillons sans risque pour eux, sans les abîmer. Oui. Très bonne question. Une question qui est très importante quand on fait de l'animation, notamment avec les insectes, les enfants, pardon, puisque les enfants ont tendance à vouloir toucher avec les mains et pas seulement toucher avec les yeux. Et donc, on peut manipuler les papillons, si possible, sans les attraper avec les mains. Donc, le plus simple, c'est quand même de pouvoir les observer dans une boîte loupe, dans des bocaux, si on n'a pas de loupe sur notre petit bocal, mais un petit bocal en verre ou en plexiglas, c'est très bien pour observer les papillons. Évidemment, on se pose la question de la capture, puisque les papillons sont actifs, et quand ils sont actifs, ils volent, et c'est difficile de les voir poser sur les fleurs. Alors, on peut utiliser un filet à papillons. Il faut toujours utiliser un filet qui a une toile très fine et très légère, pour ne pas abîmer les ailes des papillons. On n'utilise pas de troubleau, par exemple. Le troubleau, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé pour attraper des insectes dans l'eau ou des grenouilles. La maille des troubleaux est trop lourde, trop rigide, ça abîme les papillons. Donc, il faut une toile de type gaz très légère. Voilà. Et avec ce type de matériel, on peut attraper les papillons sans les abîmer. Et il existe aussi une autre technique qui consiste à aller observer les papillons au moment où en fait ils sont tout simplement pas très actifs. Donc tôt le matin et tard l'après-midi pour les papillons de jour, c'est le meilleur moment parce que
Le matin, ils vont avoir besoin de se chauffer au soleil avant de pouvoir s'envoler. Au premier rayon du soleil, tous les papillons dans les prairies sont les ailes ouvertes et ne volent pas. On peut les observer comme ça, en se mettant dans l'herbe à côté d'eux. Et le soir, c'est exactement la même chose. Ils vont se coucher très tôt. Par exemple, les après-midi couvertes, on voit beaucoup de papillons posés dans l'herbe, dans les prairies. On peut les observer donc sans avoir besoin de sortir le filet à papillons. Voilà. Alors, pour les papillons de nuit, c'est un peu différent parce que, évidemment, les papillons de nuit sont les plus nombreux. On utilise souvent des pièges lumineux pour les attirer, avec des draps et des lampes. Ça marche très bien, mais évidemment, c'est quand même une organisation un peu particulière pour pouvoir mettre en place le piégeage. Donc, on peut s'en tenir dans un premier temps aux papillons de jour, c'est quand même plus simple. Voilà. Merci. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. Donc, dans les papillons de jour, il y a 5 familles principales. Les plus spectaculaires, évidemment, ce sont les papillons, les flambés. Donc ça, c'est la famille des papillonidés. Ce sont les plus grands papillons de jour qu'on a en Europe. Évidemment, dans d'autres régions du monde, ce n'est pas forcément les papillons les plus grands. Mais les papillonidés sont spectaculaires parce qu'ils ont des couleurs très vives. Et ils sont souvent avec au moins 4 couleurs. Un fond jaune, des taches noires, et souvent des couleurs dans les bleus et des taches rouges chez le macaron et chez le flambé. Donc, c'est quand même des papillons qui sont vraiment très, très intéressants à observer pour un public de débutants. Ils sont communs dans toute la France. C'est des grands voiliers, c'est-à-dire c'est des papillons qui font des grands vols. On peut les observer à l'intérieur des villes. Dès lors qu'il y a des friches, des parcs avec des fleurs qui produisent beaucoup de nectar, on peut les attirer au cœur des villes. Voilà. Ensuite, évidemment, dans les nymphalitidés, nous avons les vanesses et puis d'autres papillons. Donc voilà, le macaron, c'est vraiment un des papillons les plus communs en Europe. Donc c'est un des premiers papillons décrits par Linné en 1753. Donc, enfin voilà, le nom papilio était déjà connu depuis l'Antiquité, et donc Linné a choisi de mettre ce nom papilio pour l'espèce du macaron. Dans les papillonidés, il y a aussi les apollons, la diane, la proserpine, enfin des insectes quand même qui ont été très collectés par les entomologistes, à tel point que dans certains endroits, on a dû protéger certaines espèces de papillonidés parce qu'ils ont été beaucoup trop collectés par les entomologistes, et du coup, il a fallu les protéger à titre réglementaire pour faire cesser les échanges, le trafic international d'espèces un peu rares. Parce qu'évidemment, dès qu'un insecte est rare, il prend de la valeur. Et, hélas, les papillons font partie des animaux parmi les plus braconnés, si on peut utiliser le terme, à l'échelle mondiale. Voilà. Il y a D'autres papillons très communs ? une petite question pour revenir au piégeage lumineux. Est-ce qu'il y a une autorisation particulière? Non, sauf dans les espaces protégés. Mais si vous avez un jardin, vous avez un terrain pour votre club nature, vous avez le droit de mettre en place une lampe à titre temporaire ou permanente certaines nuits pour attirer des papillons. Voilà. Et c'est les lampes UV bleues, là, comme dans les boîtes de nuit, c'est ça en fait, hein? C'est pas les lampes, c'est pas un spot classique. Oui, alors autrefois, nous, on utilisait des groupes électrogènes pour pouvoir avoir des lampes à sodium ou à mercure. Enfin, c'est-à-dire qu'on utilisait les mêmes éclairages que les lampadaires dans les villes. Aujourd'hui, maintenant, vous avez la possibilité d'utiliser des choses comme ça, hein. Une toute petite lampe d'appoint sur batterie avec une lumière de différentes couleurs LED. Vous voyez, là, j'en ai une sous la main. Ça, vous mettez ça dans un endroit obscur à partir du crépuscule, qui donne sur un drap blanc bien tendu, et vous allez attirer des papillons. Et vous allez voir que partout où vous faites ça, si vous n'avez pas trop de concurrence lumineuse avec des éclairages publics, vous allez attirer des papillons. Et pas que des papillons, d'autres groupes d'insectes.
Et c'est relativement facile à faire dans une prairie. Dans une prairie, vous êtes sûr d'attirer des papillons. Et parfois, des choses assez spectaculaires. Vous ne verrez pas le jour. Des sphinx, des grands pans de nuit, enfin, des papillons de très, très grande taille et avec des couleurs vraiment très spectaculaires. Bon, mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que la plupart des papillons, ce sont des microlépidoptères. Ce sont des papillons de moins de 5 mm de long. Donc, par exemple, en France, on a de l'ordre de 5500 espèces de papillons. La moitié, plus de 2500 espèces de ces lépidoptères sont des mythes, des microlépidoptères tout petits, qui peuvent être très colorés, mais qui sont tout petits. Voilà. Donc, parmi les 200 000 espèces de papillons qui existent à l'échelle mondiale, il y a un grand nombre de papillons qui sont d'une taille vraiment très, très réduite. Donc, les grands papillons sont pas nombreux, et les papillons de jour aussi ne sont pas nombreux. Donc, en France, parmi nos 5000 espèces de papillons, il y en a grosso modo que 500, à peu près un peu moins de 10%, qui peuvent voler en journée. Le reste, ce sont des papillons qui n'auront une activité que de nuit. Et il faut savoir que tous les papillons ne volent pas toute la nuit. Les papillons de nuit vont voler à certaines heures de la nuit. Par exemple, les sphinx, ils aiment bien voler au crépuscule, les premières heures de la nuit, au moment où la nuit est la plus chaude. Ce sont des gros insectes, ils ont besoin de chaleur en fait pour voler. Donc, ils vont voler en début de nuit. Il y a d'autres papillons qui ne vont voler qu'en fin de nuit. Il y a des papillons de nuit qui ne vont voler qu'en plein hiver. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a une telle diversité de papillons, c'est que chacun en fait a développé sa stratégie, la plante sur laquelle il va se développer, le milieu dans lequel il vole, etc. C'est un monde qui est vraiment très intéressant à étudier parce qu'il est d'une diversité extraordinaire. Et donc, tu dis la plante sur laquelle il va se développer, c'est la plante, il y a la plante haute et ce n'est pas la même que sur laquelle il va se nourrir après? C'est quoi la différence? Ah oui. Eh ben, par exemple, si on prend un petit papillon de nuit très commun, enfin, un ancien hétérocère, mais qu'on peut observer de jour et qui est assez spectaculaire parce qu'il fait le vol d'un colibri, d'un oiseau-mouche. C'est le morosphinx, un papillon à activité diurne. Le morosphinx, lui, il va butiner en fait toute la journée des fleurs qui ont des très longs tubes, des plambagos, des chèvrefeuilles, des choses comme ça. Mais par contre, la chenille ne se développe pas du tout en fait sur des plantes que le papillon peut butiner. Parce qu'elles ont des fleurs trop petites. Il se développe sur les gaillets, la garance voyageuse, voilà. Et tous les gaillets de France sont utilisés par la chenille du morosphinx. Mais par contre, l'adulte, lui, ne s'intéresse pas du tout aux gaillets. Donc, il y a des stratégies qui peuvent être très, très compliquées. Il y a des papillons, les petits bleus, là, les azurés ou les argus, qui vont devoir passer un certain temps dans des fourmilières au stade larvaire pour pouvoir passer au stade de chrysalide. Donc, en fait, la chenille commence son cycle sur une plante. Après, au bout d'un moment, la chenille tombe par terre. Elle attend qu'une fourmi la ramasse, la prenant pour une de ses propres larves, parce qu'elle dégage des phéromones en fait, qui ont l'odeur des larves de la fourmi. La fourmi la ramène dans le couvain, dans la fourmilière. Là, la chenille finit son cycle larvaire en se nourrissant du couvain, donc elle peut manger de la nourriture des fourmis, mais aussi des larves des fourmis. Elle va se chrysalider dans la fourmilière, et une fois que l'émergence se produit, le papillon, qui n'a pas encore déployé ses ailes, se dépêche de sortir de la fourmilière sans se faire attaquer et finit de faire sécher ses ailes, de les déployer à l'extérieur, à l'air libre. Voilà. Vous voyez des cycles qui sont vraiment d'une complexité assez dingue, et on ne connaît pas encore tout chez nos papillons, y compris en Europe. Il y a des espèces, en fait, on a du mal en fait, à comprendre pourquoi elles s'en sortent mieux que d'autres, pourquoi il y a des espèces qui disparaissent, par exemple, alors qu'a priori,
leur milieu de vol est toujours présent. Voilà. Donc, il y a plein de choses en fait à découvrir encore sur les papillons, y compris chez des espèces communes. Alors justement, sur une espèce commune, on a Stéphanie qui a lu dans la salamandre que le vulcain effectuait une migration et apparemment, ceux qu'on observe en France au printemps ne sont pas les mêmes générations que ceux de l'automne. Oui, et oui, parce qu'il y a évidemment, il y a que les papillons qui ont la capacité de voler, de passer l'hiver au stade adulte qui vont voler longtemps, mais le vulcain de printemps, lui, ne va voler que 3 semaines, 1 mois. Et donc, son idée fixe, au vulcain du printemps, c'est d'essayer de remonter vers le nord. Et on peut voir des migrations de papillons, certains jours, dans toute la France, mais partout, avec des centaines de papillons qui traversent les champs, toujours dans la même direction. Et ça, ce sont des papillons migrateurs. Et classiquement, les vanesses le font beaucoup, les pyrides le font aussi, le macaron, le morosphinx. Au printemps, on les voit, ils sont tous orientés vers le nord. Et à l'automne, c'est le contraire. La plupart des papillons qu'on voit traverser les champs ont un vol orienté vers le sud. Quelques différences locales, notamment en Normandie, justement au Havre, où en fait les papillons suivent la côte. Donc la côte, elle n'est pas forcément orientée nord-sud, elle peut être orientée est-ouest. Mais en tout cas, il y a des flux migratoires qui sont spectaculaires, donc pas que aux États-Unis avec le grand monarque. Chez nous, on a exactement le même phénomène qui se produit à la même saison. Combien de kilomètres parcourent les papillons en migration? Des centaines, voire des milliers. En fait, les grands voiliers, les vanesses, le macaon, etc., peuvent tout à fait naître, par exemple, dans le nord de la France et aller se reproduire en Espagne. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est un papillon qui va faire plus de 1000 km dans sa vie, sans problème. Alors évidemment, de temps en temps, il rencontre l'océan, la mer, et là, en fait, souvent, ils sont bloqués. Mais il y a quelques phénomènes météorologiques qui permettent aux papillons de passer parfois des océans entiers, comme l'Atlantique, ou alors la mer Méditerranée, c'est classique. Au printemps, on a souvent des papillons et des libellules, parce qu'il n'y a pas que les papillons qui font ça, qui vont apparaître du jour au lendemain. On va se retrouver avec des milliers et des milliers de papillons qui apparaissent, et c'est souvent après un vent qui est orienté du sud, donc notamment ce qu'on appelle le sirocco sur le pourtour méditerranéen. C'est un vent chaud, en fait, très puissant, qui apporte dans le sud de l'Europe du sable qui arrive du Sahara. Et pendant le sirocco, il y a énormément de papillons et de libellules qui passent, qui traversent en une journée, ils vont traverser la mer Méditerranée. Et de toute façon, ils n'ont pas le choix parce que, hélas, au milieu de la mer Méditerranée, il n'y a pas beaucoup d'étapes, pas d'escales possibles par endroit. Et donc, ces papillons vont devoir faire la traversée en une seule traite. Voilà. Et à l'automne, c'est pareil, on peut avoir des périodes de fortes vent du nord, du Mistral, de la Tramontane, ou c'est le contraire, il y a des papillons d'Europe qui vont passer en Afrique du Nord. Okay. C'est tous les ans. Tu avais parlé tout à l'heure des azurés. C'est quoi ta question, Camille, sur les azurés? Tu peux repréciser du coup le contexte? Pour le cycle larvaire dans les fourmilières, peut-être. Ah oui. Non, tous les azurés n'ont pas besoin d'aller passer du temps dans les fourmilières. Alors, ces papillons, on les appelle myrmécophiles, de myrmica, parce que ce sont beaucoup en Europe des fourmis du genre myrmica qui vont accueillir des larves de papillons. Ce sont des papillons de prairie et des espèces protégées comme l'azuré du serpolet est un papillon myrmécophile. Ok. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions sur les papillons, c'est la soirée pour. Après, moi, entre deux, je peux faire aussi des petites interruptions publicitaires sur nos outils pédagogiques. Par exemple, vous verrez que dans les cahiers techniques, on commence par vous dire que ce qui est intéressant,
en pédagogie, c'est de commencer par faire exprimer ou alors faire émerger, pour prendre un vocabulaire d'entomologiste, les représentations des enfants. Et donc, on vous propose plusieurs manières de faire émerger les représentations. On peut faire dessiner un papillon. On peut aussi faire du land art avec un papillon. Et c'est là que les discussions vont commencer à aller bon train, parce que forcément, il va falloir se mettre d'accord, surtout s'ils sont en équipe. Alors, on peut dessiner tout seul et on peut aussi faire des productions à plusieurs. Ça dépend ce que vous recherchez dans le groupe. Et donc là, les discussions vont commencer pour comment on représente un papillon, quoi. Et quelles sont les différentes parties de la morphologie du papillon dont vous a parlé Christophe tout à l'heure, avec les 2 ailes, les caractéristiques de l'insecte avec les 3 parties du corps, etc. Pour faire émerger, donc on peut faire dessiner, on peut aussi faire verbaliser un tour de table. On peut aussi jouer à un jeu qui s'appelle Pioche d'ailes, où là, vous allez avoir dans un petit sac plein d'ailes du papillon. Et là, ça se joue en collectif. Et là, c'est pareil, ça peut se discuter de manière coopérative, de dire, et puis la plupart du temps, vous verrez que les enfants vont associer surtout. Alors là, tiens, mince, c'est jaune, on va mettre 2 jaunes de chaque côté. Et puis, toutes les planches vont être remplies. Et puis, ils vont se dire, mais il n'y a plus de place, donc ça va discuter sec. Et là, ils vont se rendre compte qu'en fait, peut-être qu'il faut en mettre 4 des ailes. Donc ça, c'est à la fois ludique et puis ça permet vraiment les échanges. Et enfin, pour faire émerger les représentations, et là, il y a le classique CPN, des petits quiz. Vous en avez un dans le cahier technique à la page 6, avec toutes les questions sur les papillons, et on peut le faire de plein de manières différentes. On peut le faire en individuel si les enfants sont lecteurs. On peut le faire en groupe, on peut le faire en équipe, où on joue à un jeu et on marque et on attend les réponses à la fin, en sachant que c'est vous qui choisissez si vous donnez tout de suite les réponses pour marquer des points, pour ceux qui ont des connaissances déjà, ou si les connaissances, finalement, elles vont émerger au fur et à mesure de votre animation ou de votre séance sur les papillons. Ça dépend de vos objectifs. Donc voilà sur l'émergence des représentations. Page de publicité FCPN. Issue de l'excellente, mais néanmoins en rupture de stock, mallette papillon. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. La mallette est en train d'être rééditée. Et elle sortira dans 1 an au printemps prochain, avec quelques anciens jeux, mais aussi des nouveaux. Est-ce que je continue sur les jeux ou je laisse la parole à Christophe sur la partie naturaliste? Je reprends, si tu veux. Ça marche. Bon, du coup, on peut observer des papillons vivants et hélas, on trouve aussi beaucoup de papillons morts, puisque comme ils ont une durée de vie très limitée, très rapidement, après une émergence, au bout de 15 jours, 3 semaines, on peut retrouver beaucoup de papillons morts dans les prairies, dans les endroits où les prédateurs vont les consommer. Par exemple, les chauves-souris aiment beaucoup manger les papillons et on va trouver beaucoup d'ailes de papillons sous leur perchoir, à l'entrée des tunnels, à l'entrée des grottes, etc. Dans les greniers aussi. Donc, on peut ramasser les papillons morts et ils sont faciles à conserver. De la même façon, dans des petits bocaux en verre. Moi, ce que je fais, ce que j'aime bien faire en animation, c'est en fait récupérer des papillons morts et puis les coller en fait sur un adhésif plastique transparent de type Cherche les Velvélo. miens, du coup, je les trouve pas. Ah si. Ah oui, bah voilà Céline pour vous en montrer, puisque je leur en ai fait faire pendant le stage papillon. Alors, c'est assez bluffant parce qu'en fait, c'est vraiment de la Celui-là, on ne le voit pas respiration. bien parce qu'il est tout blanc. Mais... Oui, ouais, celui-là, on le voit mieux. Voilà, Vous le voyez à peu flambé, près. voilà. Le flambé, Non. c'est vraiment Là, de la récupération d'ailes de papillons morts, quoi. donc Ça fait l'intérêt en fait de les plastifier, c'est qu'on peut les faire manipuler plus facilement par les enfants et surtout ils ne s'abîment pas. C'est-à-dire ils ne vont pas perdre d'écailles et il n'y a pas d'insectes qui vont les manger. Parce que le problème des insectes morts, c'est qu'il y a toujours des tout petits insectes qui vont venir consommer en fait les restes d'animaux morts, notamment des entraînes, ce sont des tout petits scarabées qui arrivent à s'infiltrer partout dans les boîtes
et qui transforment des insectes en poudre. Quand on les oublie au bout de quelques années, il n'y a plus rien. Donc, pour conserver longtemps des ailes de papillon, le plus simple, c'est effectivement de les plastifier. Voilà. Et puis du coup, une aile de papillon plastifiée, c'est pratique parce qu'on peut la passer à la loupe binoculaire. Voilà. On peut aussi faire ça sans les avoir plastifiées, mais évidemment, en tout cas avec un public d'enfants, on va souvent avoir des papillons qui ne pourront servir qu'une seule fois parce qu'au bout d'un moment, ils seront tout frottés. C'est-à-dire, si on touche les ailes de papillon avec nos doigts, vous allez voir en fait, que vous laissez de la poudre sur les doigts. En fait, ce sont les écailles des papillons. Qui fonctionnent comme des cellules photovoltaïques qui recouvrent vraiment toutes les ailes et qui permettent aux papillons en fait, d'emmagasiner de la chaleur via leur rayonnement solaire. Et donc, ces papillons, ils ne volent aussi pas longtemps dans l'année parce que justement, en fait, leurs écailles en fait, sont fragiles et en fait, elles s'enlèvent au fur et à mesure. Et moins ils ont d'écailles sur les ailes et moins ils ont la capacité en fait, de se réchauffer au soleil et de pouvoir maintenir une activité de vol longtemps dans la journée. Donc on finit souvent avec des papillons au bout de 3 semaines, ils n'ont plus que des moignons d'ailes, ils sont tout cassés, tout frottés aussi, c'est-à-dire ils ont pratiquement plus de couleur. Et c'est souvent comme ça en fait qu'ils meurent parce qu'au bout d'un moment ils n'arrivent plus à voler et donc ils n'arrivent plus non plus à s'alimenter sur les fleurs. Donc c'est une course contre la montre, la vie d'un papillon. Il faut absolument en fait qu'il puisse se reproduire dans les premiers jours, voire dans les 15 premiers jours de son apparition. Alors les années en fait sèches sont très favorables aux papillons adultes, mais paradoxalement, ils ne sont pas forcément très favorables aux chenilles. Donc c'est un peu compliqué. Par exemple, cette année, ce printemps de 2023, il a été assez sec en fait, dans une bonne partie sud de la France, mais assez arrosé au mois d'avril-mai dans la moitié nord de la France. Mais ça va avoir des répercussions l'année prochaine sur le nombre de papillons qu'on pourra observer. Donc là, par exemple, cette année, ce printemps, il y a très peu de papillons communs de printemps, parce que l'an dernier, en fait, c'était un printemps vraiment très aride, très chaud, qui n'a pas été très favorable en fait, pour les chenilles. Donc là, on paye les conséquences, au printemps 2023, on paye les conséquences de ce qui s'est passé au niveau météorologique l'an dernier. Donc voilà, il y a des années à papillons, puis des années où il n'y a pas de papillons. Ça dépend des régions aussi. Bon, il y a quand même aussi un déclin massif d'insectes à l'échelle mondiale. Il ne faut pas négliger l'érosion de biodiversité qui est spectaculaire et qu'on peut vraiment quantifier pratiquement chaque décennie. En fait, on a une perte de diversité chez les insectes qui dépasse les 10%. Voilà. Donc, par exemple, le Muséum de Paris a fait paraître l'an dernier des cartes avec l'érosion chez les papillons de jour de France, qui démontrent en fait que certaines espèces de papillons ont perdu la moitié de leur répartition nationale en 20 ans en France. Donc, il y a eu beaucoup de disparitions de papillons au XXe siècle, avec l'assèchement des zones humides, le développement de l'agriculture intensive, mais aujourd'hui, au XXIe siècle, l'érosion continue à la même vitesse que ce qu'il y avait au siècle dernier. Que peut-on faire à hauteur d'enfant? Évidemment, le lutin nous demande. Pour les protéger, il y a plein de techniques. Justement, dans le cahier de CPN, on a essayé cette fois-ci d'aborder les actions concrètes pour essayer de maintenir des communautés de papillons autour de chez nous. Évidemment, la meilleure solution, c'est quand même de garder des milieux prairiaux, donc des étendues herbeuses avec des fleurs. Parce que du coup, il y a beaucoup de papillons qui vont se développer sur les graminées, qui mangent des graminées au stade de chenille, mais qui ont besoin de fleurs après pour boucler leur cycle. Donc, dans les papillons très communs en France, voilà, le myrtille, le fadet commun, etc., c'est des papillons sur les graminées. Il y a aussi un petit groupe de papillons qui se nourrissent sur les orties. Donc l'ortie, c'est vraiment une plante très commune à faire pousser partout en France,
c'est facile d'avoir un petit massif d'ortie dans un petit bout de terrain. Toutes les légumineuses, les gesses, les vesses, etc. Il y a beaucoup de petits azurés, des petits bleus qui se nourrissent, ça de l'arvers sur ces plantes-là. Donc, c'est surtout travailler avec le végétal, en fait, si on veut protéger les papillons. Plus on a une diversité de plantes à un endroit, et plus on pourra abriter d'espèces de papillons. Voilà. Et évidemment, pour les migrateurs, il faut des plantes qui produisent beaucoup de nectar. Vous en connaissez tous. La plupart du temps, les plantes qui ont une odeur très forte produisent beaucoup de nectar. Donc, par exemple, le classique, c'est l'arbre à papillons, le Buddleia. Le Buddleia davidi, en fait, c'est une odeur très prégnante, on peut le sentir à des centaines de mètres. Il va attirer énormément de papillons, notamment des migrateurs. Donc ça permettre à des papillons qui sont en train de se déplacer, en fait, d'avoir des restaurants routiers de temps en temps pour pouvoir recharger leur batterie et poursuivre leur migration, parce qu'il y a des étendues énormes de campagne aujourd'hui où il n'y a plus que des céréales, du maïs, etc., où il n'y a plus du tout de plantes favorables pour l'alimentation des papillons. Alors, Marie-Claude dit, moi j'ai planté des choux. Alors évidemment, si ce n'est pas pour les manger, vous pouvez planter des choux, vous aurez forcément plein de pyrites dessus. Ça va marcher à tous les coups. Les pyrites sont très mobiles, elles sont migratrices. Voilà, elles cherchent des brassicacées, des choux de toute espèce pour se développer. Et en plus, c'est souvent des papillons qui vont pondre les œufs en groupe, donc on va avoir beaucoup de chenilles, comme sur les orties. Donc, il faut planter que des choux. Non. Non, pas que des choux, de tout. C'est ce que je vous ai dit avant. Et évidemment, si vous avez la possibilité d'avoir des arbres aussi, imaginez que sur un chêne, vous pouvez avoir plusieurs dizaines d'espèces de papillons. C'est plutôt des papillons de nuit qui vont se développer sur les arbres, mais il y a une très très grosse diversité de lépidoptères sur les arbres. Les orties. Je reste sur ça, ouais. Alors, on va voir. Est-ce que vous savez quelles sont les vanesses en fait qui vont faire leur chenille sur l'ortie? Est-ce que vous avez des idées? C'est pas évident, mais il y a quand même parmi les papillons les plus communs. Voilà. Alors, pas toutes les vanesses, mais la petite tortue, par exemple, le vulcain, le pan du jour aussi. Donc, vraiment, parmi les papillons les plus colorés de notre entomofaune, on a des papillons qui vont sur les orties. Et alors, il y avait une autre question pour sortir un petit peu des plantes hautes ou nectarifères. Il y avait Julien, donc c'est pas Julien, c'est Myriam, qui demande si sa fille, je pense, Augustine, aimerait faire un élevage de papillons. C'est une bonne idée? Un élevage de chenilles, oui, on peut. C'est facile. Alors, en tout cas, sur les plantes hautes communes comme l'ortie, l'élevage va fonctionner à coup sûr. Alors, il faut faire attention aux conditions d'élevage. Évidemment, en terrarium, ça marche bien, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a quand même des prédateurs, des parasites en fait, qui vont chercher des chenilles en fait, pour pondre leurs œufs dessus. Et notamment chez les hyménoptères, en fait, il y a toute une famille de guêpes en fait, qui ont des larves qui se développent sur les chenilles. Donc, les adultes, ces petites guêpes-là, vont pondre sur des chenilles, vont les paralyser, et les larves de ces petites guêpes vont dévorer les chenilles vivantes. C'est assez horrible. Et ça fait partie aussi des parasitoïdes qu'on utilise pour réguler des espèces de papillons qui sont ravageurs de culture. Voilà. Donc, vous imaginez bien que sur le maïs, sur des plantes fourragères très importantes pour l'agriculture en France, il y a énormément de pyrales, de crambes, de petites mites en fait, qui vont parasiter ces plantes-là, et qu'on a utilisé des moyens de lutte biologique en élevant en fait, ces parasitoïdes pour les lâcher en fait, dans les cultures à grande échelle et pour essayer de limiter en fait, le nombre de papillons qui vont se développer dans les champs. Donc, il va falloir que vous mettiez sur vos
vivarium, vous avez vos chenilles, en fait, une toile fine, un petit peu comme la toile du fil à papillon. Très fine, pas que ces petites guêpes-là puissent rentrer à l'intérieur de votre élevage et décimer en fait vos chenilles, ce qui serait quand même, d'un point de vue éducatif, un petit peu le carnage, je pense. Alors, c'est intéressant aussi de voir des petites Une guêpes, observation non prévue. de larves qui se développent sur des chenilles, mais bon, si vous voulez obtenir des papillons, c'est moins fun. Alors, en effet, j'allais poser la même question que Stéphanie sur le fameux arbre papillon, le Buddleia. C'est un peu controversé ou c'est pas très clair? On a des informations contradictoires parfois sur cet arbre qui attire les papillons, mais finalement que c'est pas si bon pour eux. La manière dont j'avais entendu dire ça moi aussi. Alors, est-ce que C'est toujours pareil en fait. C'est comme l'acacia. L'acacia, on dit tout le monde, l'acacia c'est magnifique pour les abeilles et tout. En France, les abeilles à miel ne vont butiner l'acacia que quand elles n'ont rien d'autre. Donc ça, c'est un signe d'appauvrissement de l'écosystème. En fait, quand vous avez, hélas, plus beaucoup de fleurs, les papillons vont se reporter sur les dernières fleurs qu'ils trouvent. Mais vous n'êtes pas obligé de ne planter que du buddleia. Vous pouvez planter des cosmos, il y a beaucoup des chèvrefeuilles, il y a une multitude de plantes à nectar que vous pouvez mettre sur un balcon et dans un jardin. Mais effectivement, quand on a une monoculture, on se retrouve avec des problèmes. C'est comme nous, hein, si on se nourrit que d'une seule chose, on va tomber malade. Alors, un peu plus d'explications sur comment on fait un élevage? Vaste question. Voilà. À quel Il y a moment on prend les œufs et comment on les nourrit? le plus simple, c'est de ne pas prélever les chenilles, enfin les pontes. Attendez les premières chenilles. Parce que parfois les conditions d'éclosion des papillons sont très particulières. Ça se fait mieux dans la nature qu'en élevage. À part évidemment chez le ver à soie, donc chez le papillon qui produit la soie, en fait, l'espèce sauvage n'existe plus, en fait, c'est vraiment un animal domestique. On peut trouver en fait des œufs de ver à soie qui sont en vente libre sur Internet. Et là, c'est relativement facile de réussir son élevage, mais chez des espèces sauvages, il vaut mieux partir de la chenille. L'intérêt de partir de la chenille, c'est que vous l'avez récoltée sur une plante. Et la plante sur laquelle vous l'avez récoltée, si vous la voyez grignoter, c'est la plante qu'elle consomme. Parce que parfois, on ramasse des chenilles qui se promènent, oui, mais on ne sait pas sur quelle plante elles vont finir leur cycle. Donc, le plus simple, c'est quand même de ramasser des chenilles sur des plantes qu'on connaît. Parce que là, on est presque sûr en fait, du résultat. Voilà, si on ramasse des orties avec des chenilles, on va se retrouver avec une des 3 vanesses qu'on a citées tout à l'heure. Et puis, on est sûr que si on rajoute au fur et à mesure de l'ortie régulièrement fraîche, les chenilles auront toujours ce qu'il faut pour s'alimenter. Les chenilles n'ont pas besoin d'eau. On a eu des témoignages pendant le stage papillon où en fait, des gens avaient mis des belles plantes dans des vases et puis ils ont retrouvé leurs chenilles noyées dans le vase. Donc, les chenilles risquent de se noyer si vous ne protégez pas votre vase où vous avez mis vos plantes. Donc là, c'est pareil, il faut mettre une gaze, un sopalin, quelque chose qui empêche les chenilles de tomber dans l'eau. Voilà. Pas en plein soleil, les terrariums, plutôt température ambiante dans une maison, ça suffit. Hein, mais par contre, il ne faut pas non plus que ça soit dans un endroit trop humide. Parce que les chenilles sont sensibles aux champignons. Donc il y a quand même des pathogènes de type champignons qui peuvent les attaquer et les faire mourir. Et puis après, la chrysalisation se fait souvent assez facilement. Alors évidemment, si vous rajoutez dans vos terrariums des branches mortes, des feuilles, voire des petites pierres, tout ça, les chenilles vont trouver chacune l'endroit qui leur convient le mieux. Elles vont plus facilement se chrysaliser que si vous laissez les parois nues en verre dans le terrarium. Ça marche pour certaines espèces, mais parfois, elles n'aiment pas trop se chrysalider à la vue, en fait. Hein. Les chrysalides, les chenilles vont chercher souvent des endroits, des petits recoins, des endroits cachés
pour faire leur chrysalide. Voilà. Et après, par contre, attention, une fois que vous avez la chrysalide, ben, vous devez surveiller, quoi. Parce que si vous attendez 3 mois, ben, les papillons, ils vont émerger, et puis ben, dans le terrarium, il n'y a rien pour eux, quoi. Donc, en tout cas, le but, c'est de pouvoir relâcher les papillons dans la nature, ben, je dirais que presque tous les jours, il faut jeter un coup d'œil au terrarium. Voilà. Parce que dans les 15 jours, dans les 3 semaines qui suivent, souvent, vous avez l'émergence. À l'exception, évidemment, de certains papillons, par exemple, le grand pan de nuit. On a eu des témoignages pendant le stage papillon de personnes qui avaient gardé la chrysalide 3 ans à la maison et puis il ne se passait rien. Et puis du jour au lendemain, boum, il y a des grands pans de nuit qui ont émergé dans la maison. Donc l'émergence peut être très très longue, peut être très lointaine après la chrysalidation selon les espèces. Ça, c'est un cas extrême. Oui. La plupart du temps, dans les 3 mois, vous avez l'émergence. Sauf si effectivement vous avez fait votre élevage de chenilles à l'automne, où là, l'émergence parfois va sauter tout l'hiver et va se produire qu'au printemps suivant. Mais si vous faites votre élevage au printemps, vous aurez à coup sûr votre émergence dans le mois qui va suivre. Ok, très bien. Élevage. Après, tu nous as un petit peu parlé des stratégies pour ne pas se faire manger. Soit on se confond avec son support, ou soit on se fait prendre pour quelqu'un d'autre. Un petit peu les stratégies d'adaptation. Je ne sais pas si tu veux nous dire un petit mot. Ben ouais, il y a beaucoup de stratégies là encore. La plus efficace pour les papillons, c'est de s'empoisonner. Donc il y a des espèces qui se sont adaptées à des plantes toxiques et qui ont, au fil de la sélection naturelle, réussi à assimiler la toxicité en fait de la plante, et ce qui fait que le papillon est immunisé. Enfin, en tout cas, l'espèce est immunisée, parce qu'un oiseau peut tout à fait essayer de manger le papillon qui est vénéneux, mais il va le rejeter parce qu'il a un goût horrible, enfin, il va sentir que c'est vraiment pas bon pour lui, et donc la fois suivante, quand il voit le même papillon, il n'y touche pas. Donc il y a énormément de papillons qui ont des couleurs très vives en Europe, hein, c'est pas que dans les pays tropicaux, qui sont empoisonnés. Voilà. Donc ça, c'est une stratégie qui fonctionne nickel. Et puis en plus, souvent, le papillon, du coup, il prend le code couleur universel en fait, de l'animal venimeux, ça dépend des endroits. Et le code couleur, c'est souvent noir-jaune, rouge-bleu. Et si vous avez un papillon vraisemblablement qui a ce code couleur-là, comme le macaron qu'on a montré tout à l'heure, les macarons se développent. Je ne sais pas ce que tu nous montres, Céline. Une chenille qui dit « je suis vénéneuse ». C'est ça? Noir-jaune? Ouais, il y a des couleurs. Bah, par exemple, le macaron se développe sur les carottes, sur les apiacées. Et les apiacées ont des molécules très puissantes, en fait. Et il y a beaucoup d'animaux, en fait, qui sont sensibles à ces molécules-là. Enfin, voilà, ça peut vraiment les empoisonner. Vous en connaissez d'autres, hein. Il y a des chenilles qui font des papillons rouges et noirs, par exemple, chez les hygiènes. Et là, c'est pareil, c'est des papillons qui ont des goûts et souvent des odeurs très répulsifs en fait, pour les prédateurs. La hygiène, quoi. Et on a dit, quand il y a zizène, il n'y a pas de plaisir. Bon. Alors. Bien. Et dans la manette papillon, du coup, on a par exemple un jeu qui s'appelle cache-cache. Et là, avec les stratégies les différentes stratégies pour se cacher. Et donc, ça se catégorise, les enfants piochent, on observe et on se dit, tiens, celui-là, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que ça amène? Il te prévient qu'il est vénéneux, ou alors celui-ci, regarde, on dirait qu'il a des yeux, il ne se prendrait pas pour quelqu'un d'autre, lui, pour pas qu'on le mange? Et donc, peut-être qu'il y en a aussi d'autres qui se confondent. Là, vous n'allez même pas le voir, je suis sûre, sur l'écorce. Et non, on ne voit rien. En même temps, je n'ai pas une caméra qui a une grande... Et donc, c'est rigolo parce que ça permet de un petit peu catégoriser les différentes stratégies de cachette
que peuvent avoir les papillons pour se protéger, quel que soit leur état, que ce soit de l'état chenille, larvaire ou alors à l'état adulte. Donc là, il faut qu'on distingue il y a les deux stratégies principales, c'est le mimétisme, donc c'est la façon d'imiter le milieu dans lequel le papillon évolue, avec des formes, notamment d'ailes qui ressemblent à des feuilles. Et puis il y a le cryptisme, donc ça c'est les papillons, beaucoup de papillons de nuit en France, en fait, ont vraiment des motifs en fait, qui ressemblent à du lichen ou à des écorces. Et quand le papillon se pose sur un tronc d'arbre, en fait, on ne le voit pas, parce qu'il a une espèce de camouflage en fait, qui ressemble vraiment au support. Ça, c'est ce qu'on appelle le cryptisme. Un papillon mimétique, par exemple, au repos, c'est le citron. Le citron, quand il vole, la femelle est blanche, le mâle est jaune, c'est vraiment très, très, très visible. Mais par contre, quand il se pose dans la végétation, le revers des feuilles, non seulement il est un petit peu vert, mais surtout, en fait, la forme de l'aile ressemble vraiment à des feuilles d'arbres. Et c'est pour ça que ce papillon, il est capable de passer 9 mois de l'année posé en fait, dans un buisson, parce qu'on ne le voit pas du tout. Des chenilles dangereuses, oui. Des chenilles dangereuses, il y en a. Alors, en France, on a ce qu'on appelle les chenilles processionnaires, donc c'est des chenilles qui sont à un certain stade, qui vont se regrouper, elles sont grégaires, elles se mettent en groupe, et parfois, quand elles changent d'arbre, de branche, elles se mettent à la queue leu-leu, elles descendent. Et elles peuvent traverser des routes, des jardins, etc. Et c'est souvent des chenilles en fait, qui ont des grands poils, elles sont très velues. Et certaines espèces sont urticantes. Elles peuvent déclencher des allergies qui sont vraiment très violentes chez certaines personnes. Et là, on est assez inégaux, comme toutes les allergies, c'est-à-dire qu'il y a des personnes très sensibles et d'autres qui sont totalement insensibles. Voilà. Donc, chez les bombyx, notamment, il y a plusieurs espèces qui vivent dans les chênes, plusieurs espèces de bombyx du chêne. Et il y a eu vraiment, ces dernières années en Europe, des pullulations de bombyx avec des problèmes vraiment de santé publique pour les populations. Et il y a des endroits en fait, où les forêts, par exemple, les forêts domaniales ont été fermées au public pendant le cycle de larvaire des chenilles pour éviter que les gens développent des réactions allergiques très graves. Donc, on évite de manipuler évidemment trop les chenilles, surtout celles qui sont velues. Mais on peut quand même les mettre dans des boîtes pour les observer. Voilà. Ça marche très très bien, quoi. Alors, si on a encore un petit peu de temps pour des questions, si vous le souhaitez, ou on peut aller tout doucement vers la conclusion, vu l'heure qui avance. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été abordées qui vous intéressent, ou des questions, ou des choses où lors le témoignage, enfin l'intervention de Christophe vous a peut-être donné envie aussi d'agir pour les papillons ou de faire une activité ou une animation papillon. Donc, si vous avez envie de nous partager avec quoi vous repartez ce soir, ça peut être aussi… Ah, Présidente, François? Oui, je peux te dire un truc? oui. Moi, je voudrais partager une espèce de sentiment qui est en même temps aussi lié à l'expérience qu'on peut avoir, à savoir que les papillons, de par leur beauté et leur fragilité, paraissent un excellent support pour aborder la culture naturaliste, notamment chez les enfants, mais pas que chez les enfants. Tout simplement parce qu'on a, Christophe vient d'en faire la démonstration, on a une panoplie de curiosités naturalistes et d'anecdotes, de choses qui sont extraordinaires, donc qui forcent l'admiration, ce qui vient appuyer l'admiration qu'on peut avoir juste en regardant un papillon parce que c'est beau et parce que c'est fragile.
Toutefois, je voudrais ajouter un truc, c'est que on a tous, si on est allé avec des enfants et qu'on s'est amusé à leur faire attraper des papillons, on les a tous vus mettre un papillon dans la boîte et le regarder. Simplement, je n'ai pas vérifié que dans le cahier technique, c'était précisé, mais il faut que l'animateur nature ou que le passeur de nature soit là quand même, parce qu'on a vu que l'observation chez un enfant, elle peut être fugace, rapide, zappée, euh, comme il a l'habitude de le faire. Et donc, l'observation mérite d'être guidée, approfondie, en posant des questions. As-tu vu ses yeux? Tu as déjà vu des yeux comme ça? Vois-tu sa trompe? Euh, et toi, si tu étais poilu comme ça, enfin, vous voyez, euh, et donc, moi, ça me paraît important. Donc, le papillon, vraiment un super outil d'apport de connaissances naturalistes, précédé d'un beau moment d'émerveillement et d'émerveillement. Ah oui, Mais, c'est exactement ça. C'est un support extraordinaire pour travailler sur le vivant, les papillons. Enfin, vous vous rendez compte un peu cette diversité extraordinaire. Bon, après, on peut étendre ça à toutes les petites bêtes, hein, puisque évidemment, la diversité entomologique d'un pays comme la France, avec 35 000 espèces d'insectes, c'est juste, c'est presque inimaginable, quoi, conceptuellement, en disant la diversité des formes, des stratégies. Donc, on a quelque chose, mais il faut pouvoir sortir. Je pense que l'observation, à un moment donné, in situ, vraiment, dans un coin d'herbe folle, c'est vraiment très important. Il faut enfin voilà, travailler sur des insectes morts, c'est vraiment, c'est très limité, évidemment, si on a un public un peu captif en classe et tout, on ne peut pas tout le temps sortir, mais si on peut vraiment observer le vivant dans son milieu, la différence, et puis les vocations, elles vont naître de là. Il y a beaucoup de naturalistes en France qui sont devenus, qui ont percé parce qu'ils ont eu ce lien, ce contact avec la nature très tôt, dans l'enfance. Et c'est souvent des histoires qui paraissent triviales, enfin, ça paraît d'une banalité incroyable, mais c'est souvent des tout petits trucs en fait, qui les ont fait accrocher et rentrer là-dedans. Voilà. Moi, j'ai grandi en cité jusqu'à l'âge de 8 ans. Si je n'avais pas eu cet attrait pour la nature, je pense que j'aurais eu une autre vie en fait. Donc ça change la destinée en fait de personnes, profondément la possibilité en tout cas d'être connecté à des espaces de nature où il y a encore de la vie. Les simples mouches, hein, quand tu vois les carottes, la grande berce au bord d'un chemin et tu vois la diversité d'insectes qu'il y a dessus, c'est extraordinaire. Mais effectivement, il faut pouvoir passer du temps, réussir à s'asseoir une demi-heure autour d'un bouquet de fleurs pour voir un peu comment ça grouille d'insectes là-dedans. Et oui, et c'est réunir les conditions et puis ça s'apprend effectivement, être accompagné. Ouais, c'est pas Ouais. intuitif Ouais. de s'asseoir. Pierre Delhomme le dit bien hein, dans les premiers numéros de la Lyotte, la meilleure façon d'observer, c'est on s'assoit. On s'assoit dans l'herbe et on regarde ce qui se passe. Mais effectivement, les enfants, aujourd'hui, tout va vite, on zoom, on est tout le temps en train de zapper. Enfin, voilà, le flux d'informations continu fait que on a du mal à capter l'attention, et pas que des enfants, on voit bien des adultes aussi. Donc, si on arrive à les débrancher un petit moment, je pense qu'on arrivera aussi À les donner. brancher nature. Ouais. Il Et reste des choses à voir. il y a encore 2 petites, questions, enfin, il y a encore au moins une question de Julien qui demande si la Pierrite du Buis est un papillon importé et Ouais, c'est il demande s'il faut il la dit: «Il y a pyrale. moyen de lutter» ou «Il faut lutter pour» C'est ou la contre pyrale du buis. Donc ça, la c'est pyrale? un ancien hétérocère, mais effectivement, dans les pyrales, il y a beaucoup d'espèces qui volent le jour. La pyrale a été importée, elle vient d'Asie. Elle a été introduite sur des buis horticoles, introduits d'Asie. Je crois que justement, en France, c'est en Alsace en fait qu'elle est apparue en premier.
Bon, bah, ça, c'est toujours la même chose, hein. À l'échelle mondiale, on fait des échanges de plantes intercontinentaux et puis on se retrouve à introduire des pathogènes qui génèrent des ravages. Voilà. Donc, bah, il y a des papillons ravageurs, il y a des scarabées ravageurs, des écrevisses, enfin, bon, voilà, de toutes sortes. Bon, en l'occurrence, la pyrale du buis, on en a beaucoup parlé parce que les jardins à la française, c'est à base de buis. Mais de toute façon, la pyrale du buis ne va pas faire disparaître le buis d'Europe. Évidemment, il y a des versants entiers de buis dans les montagnes qui sont très menacés. C'est spectaculaire hein, quand la pyrale du buis arrive dans des endroits riches en buis. Bah, quand le papillon vole, on dirait de la neige. Enfin, c'est de la neige en plein été, mais il y a des millions et des millions de papillons qui envahissent le ciel la nuit. Et on roule en fait sur un tapis de papillons. Enfin, ceux qui ont vécu ça, ça les marque à vie. Et ce n'est pas une catastrophe écologique. Il faut bien penser que s'il y a beaucoup de choses à manger, évidemment, il va y avoir des phénomènes de pullulation. À partir du moment où la plante hôte diminue, elle régresse pratiquement jusqu'à passer sous un certain seuil, ben, le papillon, lui, derrière, il n'a plus rien à manger, donc lui-même va disparaître. Donc, dans quelques années, il n'y aura pratiquement plus de pyrale de buis en Europe parce qu'il y aura très peu de buis. Et du coup, il va y avoir une régulation qui va se mettre en place. Voilà. Et en plus, a priori, la pyrale du buis n'attaque pas tous les buis. Donc, elle attaque beaucoup notre buis européen, le Buxus sempervirens, mais pas d'autres espèces de buis horticoles qui viennent d'autres pays. Donc, on pourra quand même sauver les jardins à la française en introduisant des buis d'autres continents. Le papillon a un territoire qu'il défend. Oui. Oui, c'est souvent le cas. Chez les papillons de jour, en tout cas, un mâle de papillon qui a trouvé un spot très intéressant avec les plantes hautes qu'il aime bien, il va avoir tendance à vouloir défendre son territoire. Donc, y compris des papillons migrateurs qui, au bout d'un moment, se fixent à un endroit et vont devenir territoriaux. Voilà. Donc, les femelles ne sont pas territoriales, mais les mâles peuvent l'être. Et les mâles peuvent effectivement défendre férocement un petit territoire, y compris chasser d'autres espèces de papillons qui rentrent dans leur espace de vol. C'est fréquent. Donc c'est intéressant parce que du coup, un mâle territorial, il va toujours au même endroit, il fait toujours la même ronde. Donc on sait exactement où il va se poser. Même si on le dérange, il va revenir. Donc on peut se poser avec un groupe et le voir revenir, y compris s'il y a 10 personnes dans sa zone de défense, il va quand même venir régulièrement, voler dans sa place. Très bien. Bon. Est-ce que quelqu'un souhaite dire quelque chose avant que nous allions nous coucher? Oui, j'ai une question. Oui. Christophe, par plusieurs fois, tu as dit les papillons appelés anciennement hétérocères. Et oui, Il y a une nouvelle, hétérocère. il y a une nouvelle C'est-à-dire qu'en appellation. fait, les entomologistes, au fil des siècles, ont essayé de faire de la classification. Ouais. Et souvent, dans les livres de papillons qu'on trouve, qu'on peut acheter voilà, dans le commerce, le Michael Chineri, hein, un des meilleurs bouquins d'insectes qu'on a en Europe, la classification, c'est l'ancienne classification, antérieure aux années 2000. Donc aujourd'hui, par exemple, si on veut parler des papillons de jour, on utilise soit le terme Hesperioidea ou Papilionidea. Alors, c'est des termes encore plus compliqués, mais la systématique, elle évolue au fil du temps avec les nouvelles découvertes, la biomoléculaire, la génétique, et on se rend compte en fait que ces découpages qui avaient été faits autrefois, rhopalocères, hétérocères, donc rhopalocères, les antennes en forme de massue, hétérocères, antennes en forme différente que celles qui ressemblent à des massues. C'était le découpage que les entomologistes avaient trouvé dans les siècles précédents, qui marchait bien, sauf qu'aujourd'hui, il n'a plus de réalité biologique. Voilà. Donc, on peut considérer, en fait, si vous voulez parler
des papillons. Il y a des papillons qui volent de jour, des papillons qui volent de nuit. Mais les distinctions, les découpages ne sont pas stricts. Alors, il y a beaucoup de familles de papillons majoritairement nocturnes, où il va y avoir quand même quelques espèces qui vont voler de jour. Chez les noctuels, par exemple, chez les géomètres, c'est le cas. Mais par contre, on a la chance d'avoir quelques familles de papillons, notamment en Europe, où tous les individus, toutes les espèces vont voler le jour. Voilà. Donc, on est obligé de faire des recoupages un peu génériques pour pouvoir faire de la sensibilisation sans utiliser trop de termes un petit peu barbares. Voilà. Donc, on est obligé d'utiliser des termes un peu génériques par moment pour parler des grandes familles de papillons. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on dit à la place de hétérocère alors? Parce que c'est bien l'antenne, le critère discriminant. Non, les hétérocères, ça marche, mais on ne peut pas dire hétérocère égale forcément papillon de nuit. Non. Oui, non, ça d'accord. Mais parce que là, quand tu disais anciennement hétérocère, on peut quand même continuer à utiliser cette distinction Europalocère-hétérocère. Oui, mais donc il faut bien préciser qu'il n'y a plus de réalité sur le plan systématique. Ah bon, d'accord. C'est-à-dire qu'éventuellement, ça marche un petit peu en Europe, mais si tu pars dans d'autres continents, oui, mais il y a des familles qui étaient comprises dans les hétérocères et dans les europalocères. Maintenant, les découpages sont plus aussi stricts. C'est plus dichotomique. Avant, c'était facile. C'était tout ce qui était à gauche, c'était europalocère, tout ce qui était à droite, c'était hétérocère. Mais maintenant, c'est plus complexe. Toute la systématique dans tout le règne vivant pose le même problème. Les reptiles, c'est un terme générique qui regroupe des groupes de squamates qui sont en fait très différents les uns des autres. Les poissons, c'est pareil, ça regroupe plein de choses qui sont aujourd'hui, c'est un ensemble hétéroclite. On peut continuer à les appeler poissons, papillons, voilà, reptiles, mais d'un point de vue systématique, on a des ensembles qui sont assez composites. Donc pour la sensibilisation, ça marche bien. Il faut quand même préciser qu'il y a des limites. Ok. On entre dans la grande complexité du vivant. Ouais, puis au fur et à mesure des recherches, c'est en train de devenir de plus en plus complexe. Très bien. Alors, nous ne sommes pas tous des papillons de jour ou de nuit, mais en tout cas, chez moi, ça y est, il fait nuit. Ici aussi. Et il commence à avoir du monde qui quitte la soirée. Bien. Je propose que nous concluions. Oui. Tu veux dire un mot de conclusion ou François ou moi? Moi, je veux bien. Hein, c'est le bon moment. Là, c'est une époque charnière de la planète Terre pour s'intéresser aux insectes et aux papillons. C'est une bonne porte d'entrée pour essayer de voir en fait ce qui est en train de se passer sur cette planète, puisque les papillons sont vraiment de très excellents bioindicateurs de la façon dont les humains aménagent la planète et dont la planète est en train de changer son climat. Voilà. Puisque les papillons ont des cycles courts, donc ils réagissent évidemment au changement de territoire et au changement du climat. Donc c'est vraiment un très bon support pour étudier ce qui est en train de se passer aujourd'hui à l'Anthropocène. Ok, et passons par l'émerveillement alors, parce qu'effectivement, c'est un haut capital sympathie, le papillon, alors profitons-en. Et je vous invite bon moment. Voilà, c'est le bon moment Sortez. pour aller les observer et puis aménager des petits espaces pour pouvoir faire cela. On vous souhaite une très bonne nuit, une bonne fin de soirée, avec des papillons plein vos rêves. Et puis, on vous dit à bientôt chez les CPN ou ailleurs, sur les chemins. Et lisez votre cahier CPN, il est vraiment bien celui-là.